Bienvenue pour la suite de cette découverte de l'ESP32. Au menu, l'utilisation des broches d'entrée-sortie tout ou rien, les temporisations, le terminal série et les capteurs sensitifs. Allez, c'est parti avec les GPIO. GPIO, ça se traduit par entrée-sortie à usage général, donc qui ne sont pas associés à des fonctions spéciales. On travaille juste avec l'état logique 0 ou 1 des pins. Chaque pin est traité individuellement. Si on prend le brochage de la carte, on voit que les pins peuvent assurer différentes fonctions. Et on voit que toutes les pins peuvent servir en GPIO. Si on prend le microcontrôleur tout seul, il a 34 broches GPIO, mais toutes ne sont pas utilisables, car certaines servent pour la mémoire flash externe, voir ma première vidéo qui expliquait tout ça. Et attention, certaines broches ne sont utilisables qu'en entrée. Si on regarde la datasheet, l'indice I, c'est pour l'utilisation en entrée, input, et le O pour output. On voit ici les plages de tension d'entrée pour le 0 ou le 1 logique. Pour les courants d'entrée, 50 nanoampères, tout petit. Si on utilise les résistances internes de pull-up ou pull-down, soit 45 kOhms, sous 3,3 volts, ça fait moins de 100 microampères. Ensuite, les plages de tension de sortie pour le 0 ou le 1 logique. Pour les courants de sortie à l'état logique 1, le SP32 peut délivrer entre 20 et 40 mA. Et au 0 logique, le courant est entrant, appellation sink en anglais. Au niveau du câblage, je commence par montrer les sorties. Exemple, on veut allumer ou éteindre une LED. Le schéma avec une résistance en série. Et à l'intérieur de l'ESP32, un montage équivalent à 2 interrupteurs. Si la broche est on, le courant sort de la puce et traverse la LED qui s'allume. Si la broche est off, aucune source d'alimentation dans la maille où se trouve la LED, elle est donc éteinte. Je remets on, le courant dans le circuit est limité grâce à la résistance R. Je dessine les tensions sur chacun des éléments du circuit, plus VDD, la tension d'alimentation de 3,3 volts. Ensuite, VF pour la diode, F pour forward, c'est-à-dire la tension en sens direct. Je prends une diode de tout ce qu'il y a de plus classique, une rouge de 5 mm, moins de 1 euro, c'est vraiment le basique. Je prends la datasheet. Et on voit, alors au niveau du brochage, je rappelle que la broche la plus longue, la plus longue, ce sera le plus. L'autre, c'est la cathode, si vous vous souvenez plus, anode, cathode, voilà. Alors, donc 5 mm, c'est la taille. Et on va regarder, alors il y a plusieurs modèles, rouge, jaune, ça va changer un petit peu les tensions. Donc moi, rouge 4700. Forward voltage, eh bien, ça va être de l'ordre de 1,7 volts jusqu'à, au pire, 2 volts pour des conditions de test de 2 mA. Si on regarde la courbe, je vais grossir. En gros, il nous faut un courant de l'ordre de 5 mA pour être dans la zone. Donc, on est à peu près par ici. Voilà, et il ne faut pas dépasser le maximum de courant, 7 mA. Donc on peut faire le calcul. La chute de tension RI égale à 3,3 moins 1,7 de la diode, donc 1,6 volts. Si je choisis un courant de 5 mA pour être en dessous du max de la LED, on trouve 320 ohms. Je prends la valeur normalisée la plus proche, donc 330 ohms. Et voilà. Alors je rappelle qu'avec ce câblage, la LED est allumée si la broche est on.
Mais on aurait pu faire différemment avec ce nouveau montage. Si la broche est on, pas de différence de potentiel, 3,3 moins 3,3, ça fait 0, donc LED éteinte. Par contre, si la broche est off, le courant peut circuler, il rentre maintenant dans la puce, ce qui justifie l'indication sync dans la dock de l'ESP32. Au final, ça fonctionne aussi très bien, juste que c'est off qui allume la LED dans le second montage. Allez, regardons maintenant le câblage des entrées. Je commence avec le montage pull down, donc tirage vers le bas, et donc bas comme la masse. Le courant d'entrée est très très faible. On l'a vu tout à l'heure, 50 nanoampères. Donc U égale RI sera très petit aussi. Imaginons que je prenne 10 kOhms, ça ferait 0,5 millivolts, donc 0 logique. Si maintenant j'appuie sur le bouton, l'alimentation arrive directement sur la broche, donc 1 logique. Toujours un courant négligeable à l'entrée de la broche, donc tout le courant passe dans la résistance, en l'occurrence 0,33 mA avec 10 kg. Et pour le choix de la valeur de R, il faut raisonner en puissance. Plus R est grande, moins il y aura de courant, donc on consommera moins. Mais si R est trop grand, courant trop petit et pouvant être perturbé. Donc souvent on choisit entre 10 et 100 kg. On remarquera d'ailleurs que dans l'ESP32, il existe des résistances internes de pull-down de 45 kg. On n'est pas obligé de les utiliser, mais si on s'en sert, ça simplifie forcément le câblage. Allez, regardons maintenant une autre façon de câbler une entrée avec le montage pull-up. Up comme en haut, tirage potentiel haut. Le courant d'entrée est toujours de 50 nanoampères, donc chute de tension très petite au niveau de la résistance de tirage et donc potentiel en entrée quasiment à 3,3 volts, donc 1 logique. Si on appuie sur le bouton, application directe de la masse à l'entrée, donc 0 logique. Et comme pour le down, il est possible d'utiliser des résistances de pull-up internes avec toujours le même intérêt, la simplification du câblage. Allez, on passe au niveau programmation. En tout premier, il faut commencer par définir si la broche utilisée sera une entrée ou une sortie. Et ensuite, on pourra lire un état, par exemple d'un bouton en entrée, ou écrire sur une sortie, par exemple pour allumer une LED. Ok, mais alors comment faire ça, sachant que tout passe par les registres internes du micro? La première et la seule technique possible, c'est d'accéder directement à ces registres. Mais cet accès bas niveau est complexe à gérer et on nous fournit généralement des fonctions C plus simples à utiliser que l'on appelle driver. Fonctions qui peuvent être appelées par d'autres fonctions d'un niveau encore plus haut. Allez, petite démo. Voilà, j'ouvre le manuel de référence de l'ESP32, c'est là où il y a tout, à 718 pages, la totale, avec tout d'expliqué, le reset, le clock et justement les GPIO. Donc on va aller voir ça, GPIO. On nous montre une organisation, on nous dit quelles sont les broches utilisables ou pas, avec l'organisation, en entrée, en sortie, etc., etc. Il faudrait tout lire là. Il faudrait tout lire et moi je vais aller directement au register, donc les registers. On voit quoi? Eh bien, on voit les différents registres qui permettent de piloter les GPIO. Et il y en a un paquet, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Allez, j'en prends
presque au hasard le 33, GPIO 33 là, et puis on va aller voir ce que c'est. Et ben, c'est un registre 32 bits et il faut placer des 0 ou des 1 à différents endroits pour rendre la broche en entrée ou en sortie. Si on veut utiliser un pull up, si on veut utiliser un pull down. Bon, bref, c'est là où on définit le comportement de la broche. Et donc, ce registre, ben, on va le trouver également dans le logiciel. Je vous montre. Voici donc mon programme avec la fonction d'initialisation. C'est là où on va définir le sens des broches, à savoir entrée ou sortie. Ensuite, la boucle principale, ben, c'est là où on va vraiment utiliser les GPIO, à savoir écrire ou lire un état sur les pins. Alors, je parlais également des registres. Je tape GPIO là, et puis on nous dit eh bien, que c'est un registre qui se trouve à l'adresse machin. Là, il y a GPIO, 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 GPIO et les adresses correspondantes. Il y en a énormément. Bon, bref. Je peux mettre le IO mux de tout à l'heure. J'avais pris au hasard le 33. Voilà. Je vais aller voir ce que c'est d'ailleurs. Accéder à la définition. Donc on voit que c'est IO mux registre qui est un périphérique machin et qui est à l'adresse de base plus 20. Alors l'adresse de base, elle est où? Elle est ici, c'est-à-dire 3FF49. Si je remets d'ailleurs et que je remets les registres, ils sont où? Ils sont là, ils sont là, voilà, ils sont là. IO Mux Register, on est en 3FF49, c'est bien donc l'adresse de base qui a été donnée, et ensuite on va chercher plus loin, et on voit que 20 plus loin, comme c'était indiqué, eh bien on retrouve le 33, donc plus 20, ça donne le 33, c'est ce que l'on avait à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est une galère sans nom si on veut manipuler ça avec des pointeurs, et c'est pour ça eh bien, que l'on ne va pas fonctionner directement au niveau registre, mais on va utiliser des fonctions de plus haut niveau. Ben oui, mais le problème des fonctions, c'est que il faut connaître leur nom, parce que sinon, je tape quoi moi ici, là, on ne sait pas. Et on ne peut pas faire au hasard, forcément. Pour ça, eh bien, il y a une technique qui consiste à aller voir sur le SP Programming Guide qui nous explique comment programmer et quelles sont les fonctions qui ont déjà été définies. Et pour ça, je vais aller dans périphérique, je vais aller dans GPIO et on retrouve des explications sur les GPIO. Et on nous dit, ah, eh bien, on a mis à disposition un driver, le driver gpio.h qui est accessible. C'est parti sur GitHub. Et on voit eh bien, son contenu avec différentes choses. Donc voilà, eh bien, cette librairie. Et en plus, je reviens là où j'étais tout à l'heure, on nous donne toutes les fonctions possibles et comment les utiliser. Donc GPIO config par exemple, avec le pointeur sur l'adresse qui va bien, donc pour configurer les GPIO, et il y a plein de fonctions. Donc on voit GPIO set output level, et ça c'est pour écrire sur une broche, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Get input level, lire bien sûr l'état d'une broche, le sens d'un GPIO, GPIO 7 directions, donc on va pouvoir définir le mode pull-up, pull-down, est-ce qu'on utilise ou pas les résistances, donc bref, on voit toutes les fonctions. Allez, je reviens là, et j'en avais une qui s'appelait GPIO, GPIO config, et oui, en effet, on la trouve, et elle est dans gpio.h, c'est magique. Je montre gpio.h, et le gpio.h, c'est bien celui que l'on a vu tout à l'heure avec le gpio config, le pointeur. Donc ça
a déjà été inclus. Et donc, ça me permet d'utiliser toutes les fonctions de GPIO.h. Donc ça, c'est ce que l'on appelle l'utilisation de driver. Mais il y a encore une autre possibilité. Alors, pour ça, je vais me servir de l'environnement Arduino, dans lequel il y a des fonctions de haut niveau et qui nous permettent de manipuler plein de choses, et notamment les entrées-sorties numériques, de façon très simple. Exemple, là, il n'y a que 3 fonctions, la lecture, l'écriture et la configuration. Donc, avec juste 3 fonctions, on peut faire plein de choses. Je regarde pinMode ce que c'est, et pinMode, c'est tout simple, hein. On définit le numéro de la pin, et ensuite on définit le mode input, output, pull-up, etc. Alors ça a été écrit pour Arduino, mais en fait, le ESP32 étant compatible, ces fonctions seront également disponibles. Je vous montre. Bien sûr, il faut include arduino.h, et puis là, je peux faire pinMode, voilà, pinMode, qui se trouve, vous voyez, dans un répertoire ESP32. Donc ça a été adapté pour le ESP32. Donc je fais pinMode. Je peux aller voir d'ailleurs, attendre la définition. Et on voit quels sont les paramètres à passer. On voit les 3 qui ont été définis dans Arduino. Il y en a un peu plus d'ailleurs pour gérer les interruptions. Et on remonte un peu, on voit bien, les mots-clés, enfin les dièses define qui définissent bien, que output c'est quelque chose. Donc nous, on peut retaper directement ça. Et même, bon, je ne comprends pas forcément la logique, mais si on peut taper low si on préfère à la place de 0. Bon, bref. Je vous montre un petit exemple. Le classique blink, c'est-à-dire le clignotement d'une LED que je vais câbler sur la broche 33. Donc pin mode, le mode de fonctionnement de la broche 33 est en output. Bon, là ça parle de ça, je n'ai même pas besoin de commentaires. La broche 33 sera en sortie. Ensuite, de façon répétitive, sur la broche 33, j'écris un 1. J'aurais pu écrire 1 aussi, hein. Moi, je me préfère true parce que, bon, voilà. Ensuite, une tempo, j'en reparlerai tout à l'heure dans les fonctions. Et ensuite, j'écris false, donc 0 pour l'éteindre, et je recommence, et on voit que ça fonctionne correctement avec la résistance, la diode et la masse à l'autre bout. Petite amélioration du code, regardez, j'ai changé, plutôt que de mettre des valeurs numériques dans le programme, là c'est pas très propre, j'ai ressorti les constantes, avec le mot constante forcément. Const, donc pour la LED rouge, je définis que la broche 33, je rappelle qu'une pin, on le voit là, c'est un UINT sur 8 bits, donc UINT 8. Donc 33, c'est-à-dire que si je veux utiliser une autre broche, 30 par exemple, ou 20, ou ce que je veux, je modifie que là. Ça modifiera ensuite partout. C'est beaucoup plus pratique. Et pareil pour la tempo qui donc a une valeur. Tempo, c'est 32 bits. Donc c'est pour ça, constante sur 32 bits. Tempo, tempo, tempo. Voilà, c'est plus propre. Allez, le programme suivant, je conserve ma LED et je câble un bouton comme ça sur GPIO 32. Donc il faudra activer la résistance de pull-down interne et le programme tout simple, j'appuie, ça allume, j'appuie pas, ça éteint. Ça donne ça, j'ai rajouté une constante bouton à 32. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce bouton sera une pin que je vais choisir en mode input et pull down. Ensuite, dans la boucle principale, prenez l'habitude de faire 2 zones, une où on lit les entrées, toutes les entrées. Bon, moi j'en ai qu'une, mais il faudrait toutes les lire ici, et ensuite une zone où on travaille sur l'écriture des sorties, toutes les sorties. Donc moi, il n'y en a qu'une. Donc je fais une lecture du bouton qui redonne un int. La valeur renvoyée, c'est un int. C'est pour ça que j'ai déclaré un int pour l'état du bouton. Cet état du bouton sera 0 ou 1, c'est-à-dire true ou false. C'est pareil, puisque true, c'est la même chose que 0 ou 1. Je l'avais montré
précédemment. Donc si le bouton est à 1 et on, j'allume la LED, sinon je l'éteins. Allez, on enchaîne avec les temporisations. Alors, comme pour les GPIO, 3 façons de travailler. Soit à très bas niveau en utilisant directement les registres du micro, soit en utilisant des drivers, soit avec des fonctions de haut niveau. Au niveau matériel, pour contrôler le temps, eh bien, on va se servir d'horloge, tout naturellement, de clock. Donc, il en existe pas mal, hein, il y en a beaucoup. Je vous passe les détails. Mais les cloques toutes seules ne sont pas suffisantes. Il faut bien sûr, et c'est le plus important, associer des timers. Les timers qui se trouvent timers, voilà. Donc des timers, on a 4 timers possibles à usage général de différentes tailles, 16 bits, 64. C'est expliqué. Et ensuite, on a les registres qui permettent le pilotage. Mais bon, là, c'est pas facile de travailler à un bas niveau, comme je le disais précédemment. Autre façon de travailler donc, c'est d'aller sur le guide de programmation de l'ESP32 et voir si on n'a pas des drivers. Drivers pourquoi? Pour les timers justement, voilà, les timers. Et en effet, on nous explique comment ça fonctionne, il y a des exemples. Et on trouve, eh bien, le fichier timer.h, donc qui est un driver qui contient des fonctions, donc pour créer un timer, pour en éliminer un, pour affecter une valeur à un timer, une valeur initiale, pour get la value, donc pour connaître sa valeur, etc., etc. Autre façon de fonctionner, c'est d'utiliser des fonctions de haut niveau, par exemple celles définies dans l'environnement Arduino. Je prends celle relative au temps. La delay, on la connaît. On regarde ce que c'est. Eh bien, c'est une fonction qui met en pause le programme. Important de comprendre que ça veut dire que l'on ne pourra rien faire d'autre en parallèle, hein. Le programme est en pause pendant la durée indiquée ici avec l'unité millisecondes. Je reviens sur la liste des fonctions. Il y a pareil délai en microsecondes, c'est juste l'unité qui change. Et par contre, ici, 2 fonctions qui ne vont pas bloquer le programme. Je regarde millisecondes. On nous dit quoi? Bien que c'est une fonction qui renvoie la valeur en millisecondes depuis le moment où on a commencé à lancer la fonction, le premier appel de la fonction, c'est-à-dire là quand on a démarré le programme. Millisecondes n'a pas besoin de paramètres, ça renvoie juste des valeurs. Alors, millisecondes, vous allez dire, ça va aller très vite. Oui, mais la valeur retournée est un grand chiffre, enfin un type long, donc ça veut dire que ça nous laisse 50 jours avant que ça déborde. Je vous montre un exemple. La fonction milliseconde, la voici. Je vais m'en servir pour faire l'affichage print de la valeur qu'elle retourne. Serial, je vous parlerai de ça tout à l'heure. C'est la liaison série, c'est le terminal. Bon, bref, ça c'est juste un affichage de la valeur retournée par cette fonction milliseconde. Ensuite, je fais une pause de 100 millisecondes et je recommence à afficher la nouvelle valeur renvoyée. Par cette milliseconde, on va aller voir sa définition. Donc, milliseconde qui renvoie un long unsigned et qui fait appel au driver. Ça ressemble étrangement à la fonction du driver que je vous ai montré tout à l'heure, un timer get. Pas exactement le même, mais presque. Et ce driver la renvoie, on nous dit, des microsecondes depuis le démarrage du timer. Donc les microsecondes depuis le démarrage du timer. Donc c'est pour ça qu'on divise par 1000 pour avoir les millisecondes. Voilà. Au niveau du résultat, c'est voilà ici. On voit que
ça renvoie des valeurs à chaque fois. Si on regarde, il y a 100 millisecondes d'écart à chaque fois. Je vais faire un reset. Donc vous ne le voyez pas, mais j'appuie sur le bouton reset de la carte. Donc reset et c'est tout en bas, je remonte. On voit que ça a commencé 37, 137, 237. On renvoie les valeurs de cette fonction millisecondes et on les affiche. Allez, je continue avec un exemple classique d'utilisation de la fonction milliseconde. Par exemple ici pour faire un blink, mais cette technique-là peut servir à faire plein d'autres choses. L'avantage, c'est que l'on ne crée pas de pause, ça ne fait pas de blocage au niveau du programme. La boucle peut continuer de faire plein d'autres choses. On n'est pas resté bloqué par le délai. Comment on sert? On prend la valeur du temps actuel et on la compare à une valeur de temps précédemment stockée en mémoire. Donc, c'est ce que j'ai appelé échantillon, que j'ai mis à 0 au départ. Et je compare avec donc cette valeur de temps actuelle au temps mis en mémoire, plus un intervalle donné. Donc, 500, c'est ce qui va correspondre à ma durée de tempo, comme précédemment, qui est aussi un long, puisque millisecondes, la fonction renvoie des longues. Et donc, si jamais on a ça, ça veut dire que l'on a atteint le temps désiré. Je vais faire un petit graphe pour bien comprendre. Voilà. Le temps s'écoule, 1, 2, 3, 4, 5, au fur et à mesure, s'incrémente en permanence. Et l'échantillon, donc, il est à 0. Et quand il va atteindre 0 plus le 500, à ce moment-là, on change l'état de la LED. Ensuite, on conserve, grâce à cette ligne-là, en mémoire l'échantillon précédent, donc 500 qui reste 500, 500, 500. Le temps augmente et si jamais on atteint 500 plus 500, donc 1000, on rechange d'état. Ensuite, il faudra atteindre 1000 plus 500 et ainsi de suite. Au niveau de la permutation de l'état de la LED, je l'ai déclaré l'état LED en booléen. Donc, je vais me servir d'une ruse classique avec un OU exclusif, XOR. Là. Pourquoi? Quand on a 0 OU exclusif 1, ça fait 1. Donc, le 0 s'est transformé en 1. Si on avait un état de 1 XOR 1, ça donne 0. Donc, le 1 se transforme en 0. C'est ce qu'on appelle un toggle, une permutation. Donc, l'état de la LED, ensuite, est écrit sur GPIO LED rouge qui a été déclaré, c'est la branche 33 qui a bien été déclarée dans l'initialisation en sortie. Et voilà, un blink tout propre. Allez, on passe à autre chose et à la problématique de l'affichage. À première vue, difficile, étant donné que la carte n'a pas d'écran. Bien sûr, on peut câbler un écran externe, mais ce n'est pas immédiat. On va surtout préférer utiliser l'écran de notre ordinateur, tout simplement. Le texte va passer par le même câble que celui utilisé pour la programmation. C'est une liaison série qui est d'ailleurs bidirectionnelle. Et je rappelle que dans l'ESP32, il y a plusieurs UART pour justement gérer les liaisons série. Côté ordinateur, il faut bien sûr être raccordé sur un port série et même pas besoin de réfléchir avec le cordon USB. Et ensuite, il faut un programme pour communiquer avec le port série. Le plus connu, c'est l'hyperterminal, mais ce n'est pas le seul. De façon générale, on appelle ce type de programme un moniteur ou un terminal série. Et il y en a même un directement intégré dans VS Code. Il suffit juste de cliquer sur l'icône qui ressemble à une prise. Mais attention, sur une liaison série basique, je rappelle que la cloque n'est pas transmise sur les fils. Chaque équipement possède sa propre horloge. Et donc, pour que ça fonctionne correctement, il faut que des deux côtés, on tourne à la même vitesse. Alors,
par défaut, sur le SP32, la vitesse, c'est 115 200 bits par seconde. Il faut donc paramétrer cette vitesse aussi dans VS Code, plus précisément dans le fichier platform.io.ini et rajouter la ligne monitor speed égale 115 200. Allez, petite démo. Alors, si on regarde directement sur le manuel de l'ESP32, eh bien, il y a les fameux UART. UART controller. Donc, on nous dit que il y en a 0, 1, 2, donc il y en a 3 en tout, qui sont programmables, etc., etc. On nous donne comment ça fonctionne, l'organisation, et ensuite, eh bien, on a tous les registres qui doivent être configurés pour réaliser bien, le paramétrage, l'envoi de données, la réception de données. Bon, bref, là, on est très bas niveau. Si on est un petit peu plus haut niveau, donc au niveau des drivers, je vais sur le guide de programmation et je vais chercher bien, ce qui concerne l'UART et on voit que l'on a, alors pareil, des explications du comment ça fonctionne et ensuite, bien, le driver UART.h avec les fonctions qui peuvent être utilisées pour bien, paramétrer une liaison, récupérer, etc. Et enfin, bien, plus haut niveau encore, on est au niveau bien, je vais revenir d'un cran, au niveau des fonctions qui sont de communication sur la liaison série. Et là, on a bien, un ensemble de fonctions. Je ne vais pas toutes les montrer, mais les principales, c'est le begin pour paramétrer bien, la liaison. Alors, vous remarquerez que le begin, là, ils l'ont classifié dans fonction, mais en fait, c'est une méthode associée à un objet qui a déjà été créé. Revoir les vidéos précédentes pour bien comprendre ces notions. Ensuite, je montrerai les classiques pour faire du print et pour faire de la lecture. Allez, c'est tout de suite. Voici un programme ultra basique, juste 2 fonctions. Le lancement du fonctionnement de la liaison série avec le begin. Alors, vous voyez qu'il y a plein de paramètres que l'on peut saisir, comme les broches utilisées, etc. Nous, on ne va pas toucher, on va simplement mettre et uniquement la vitesse 115 200 baux, c'est tout. Et ensuite, un print et le Word, bon, classique. Où est-ce qu'on va voir le résultat? On va voir le résultat dans le terminal qui est là. Je vais agrandir un peu et je vais le lancer. Voilà. Et on voit bien, de façon répétitive, bonjour le monde, bonjour le monde. Voilà. Alors on aurait pu, au lieu d'utiliser ce terminal, je le disais, utiliser l'hyperterminal de Windows, hein. Je vous montre, il est là. Il suffit de le paramétrer pour utiliser le même port de communication, le configurer 115 200 baux, voilà. OK. Alors si je me connecte, comme une liaison série, c'est point à point, là, ça va pas marcher parce que, forcément, elle est déjà utilisée. Donc, c'est normal qu'il se passe ça. Je dois d'abord arrêter celui-là. Donc, je vais arrêter le terminal de VS Code et je vais remettre la liaison. Donc, du coup, il se connecte et on va lui laisser un certain temps. Il affiche ce que le microcontrôleur envoie, donc de la même façon. Alors vous remarquerez que avec le print que j'ai fait ici, ça s'affiche juste après, mais on a d'autres façons de faire, je vous montre. Je peux par exemple utiliser le println ligne qui fait automatiquement un renvoi en début de ligne et un saut de ligne. Ensuite, il y a le printf, c'est le même format que le printf standard, hein, où on peut mettre à l'intérieur du texte des valeurs numériques. Donc là, par exemple, i, qui est une valeur int, que je vais incrémenter au fur et à mesure d'ailleurs.
Et on peut utiliser les formats avec notamment l'anti/n pour faire un saut de ligne, sinon ça continuerait après. Voilà, je vous montre, terminal. Voilà, donc on saute de ligne et on affiche des valeurs. Je passe maintenant à la fonction read, serial read, qui nous renvoie un entier. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est bien un entier que je vais placer dans i que j'ai déclaré comme entier. Et ensuite, je vais faire afficher ce i pour voir sous forme décimale à quoi il ressemble. Et je vais le faire afficher sous forme de caractère également, pour bien comprendre comment ça se passe. J'ouvre le terminal. Donc dans le terminal, on nous dit -1, -1. En effet, là pour l'instant, rien n'est envoyé, c'est-à-dire que le terminal ne fait qu'afficher, mais du terminal, c'est-à-dire de cette fenêtre, je peux taper des caractères, des choses, et du coup ça sera reçu. Donc là, je vais par exemple taper sur le clavier la lettre A. Et donc, on voit 97 et on voit bien le A sous forme de char, là. Donc, si on prend une table ASCII, on comprend vite que le A, c'est 97, voilà. Si je tape sur le B, alors il faut que je sélectionne d'abord. Je tape maintenant sur le B. Voilà, 98, normal, c'est celui d'après. Ensuite, je peux faire n'importe quel caractère, hein. Point d'exclamation, donc je reviens, j'active la fenêtre, point d'exclamation, c'est bien le 33, c'est-à-dire celui-là. Et je peux faire des chiffres aussi. Si je fais 1 par exemple, ça correspond au code ASCII 49. Vérifions. Oui, c'est bien ça. Le caractère 1, c'est-à-dire ce que j'ai tapé moi au clavier, je tape 1 et serial read là renvoie le code ASCII correspondant, c'est-à-dire 49. Un petit dessin pour bien comprendre le programme que l'on vient de voir. Si j'appuie sur la lettre A du clavier, alors que je suis dans le terminal, ce terminal va renvoyer l'information sans l'afficher d'ailleurs. Le SP32 lit la valeur sur la liaison série et la fonction read nous retourne le code ASCII, donc 97. Le 97 est ensuite envoyé vers le terminal pour y être affiché. Allez, dernière chose, les broches pour entrée tactile. Si on prend le brochage de la carte, on voit 10 pins qui peuvent assurer cette fonction. Au niveau de la documentation de l'ESP32, on retrouve chapitre 29.2, les touch sensors, on nous montre le schéma de principe. C'est en fait une mesure de capacité qui est réalisée. On voit les broches concernées, elles portent un nom T quelque chose d'ailleurs. On voit les 0 à 9 avec le bus, avec le fonctionnement au niveau des tensions, la machine à état qui gère la mesure, les registres qui sont associés. Et bien sûr, on ne va pas travailler au niveau registre, on va aller chercher des fonctions de haut niveau. Voici un programme ultra simple. Je vais simplement me servir de la fonction touchRead qui renvoie une valeur et on nous dit que cette valeur est proche de 0 quand la touche est détectée. C'est donc une valeur que j'ai déclarée en entier et que j'affiche tout simplement. Un petit délai pour pas faire les choses trop brusquement et on voit le résultat qui s'affiche. Valeur mesurée 73 si il n'y a rien. Si j'approche mon doigt, on voit que la valeur diminue. Et si je touche vraiment franchement, on voit 2, 3. Donc voilà, j'enlève, je remets. Donc on comprend bien que ce type de capteur, ce sera
plutôt utilisé en tout ou rien avec détection d'un seuil. Autre point important, c'est que c'est une mesure de capacité, donc ça veut dire que tout à l'heure j'avais mis un petit bout d'aluminium là et je touchais, mais ça fonctionne bien sûr si c'est isolé. Je montre que lorsque je place un isolant au-dessus, et bien que j'approche mon doigt, le phénomène est mesuré aussi. Alors pas sur la même valeur, hein, puisque vous voyez que tout à l'heure quand je touchais complètement c'était 0. Mais là, maintenant, quand je touche, c'est entre 20 et 30. Donc, j'arrive bien à détecter alors que je touche simplement un isolant sous lequel il y a une électrode. Alors, si je prends le guide technique de l'ESP32, le hardware, pas celui qui est de référence avec tous les registres là, mais le hardware guidelines, et que je vais dans la rubrique touch sensor, on retrouve le schéma avec eh bien, l'électrode reliée à l'entrée de l'ESP32 qui mesure une variation de capacité. On peut rajouter d'ailleurs une protection SD en parallèle si on est dans un environnement hostile. Voilà, et ensuite une protection, une plaque de protection isolante éventuellement dessus. Ça nous donne notre schéma. Au niveau de l'électrode, les préconisations, bah, c'est que ce soit ni trop gros ni trop petit. C'est prévu pour un doigt normalement. Donc voilà. Et ensuite, bien, on peut bien sûr le réaliser sur un circuit imprimé. On nous donne les dimensions qui vont bien entre l'électrode et la patte du micro. Et éventuellement, on peut mettre une résistance en série. Ils en parlent ici où on nous dit que on peut mettre une résistance sur la ligne pour améliorer les choses. Voilà, ben vous savez tout ou presque. Je vous dis à bientôt pour la suite.